pourquoi certains enfants se découragent au premier obstacle alors que d'autres rebondissent et persévèrent. Et comment nos enfants, nés avec un smartphone dans la main, vont-ils trouver leur place dans un monde en pleine mutation? Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons parler d'un sujet qui concerne absolument toutes les familles. Comment bien accompagner nos enfants dans leur réussite scolaire et dans leur vie quotidienne. Pour cela, deux experts de renom, le docteur Olivier Revol, pédopsychiatre, ancien chef de service au CHU de Lyon, spécialiste de la réussite scolaire et observateur attentif de ce qu'il appelle la génération alpha. Et enfin, le professeur David Da Fonseca, professeur de pédopsychiatrie à Aix-Marseille Université, chercheur associé au CNRS, spécialiste des troubles du neurodéveloppement et des mécanismes liés à la peur de l'échec et au mindset, qui nous expliquera comment transformer cette peur en véritable moteur de confiance et de réussite. Un échange concret et inspirant, accessible à tous, pour comprendre comment accompagner nos enfants aujourd'hui. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode. Première petite question, Olivier Revol, vous dites qu'il ne faut pas seulement se demander quelle planète nous allons notamment laisser nos enfants, mais aussi quels enfants nous allons laisser à notre planète. Qui sont ces enfants? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui sont ces enfants de la génération alpha et en quoi sont-ils différents des générations précédentes? Alors pour être différents, ils sont vraiment différents. C'est les héritiers de plusieurs générations qui sont arrivées avant, les baby boomers, les X, les Y, les Z, et eux ils arrivent avec leurs particularités qui sont l'empathie, qui sont une certaine forme d'anxiété à la fois sur la planète mais aussi sur tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Ils sont extrêmement créatifs. Et pourquoi tout ça? Parce qu'ils sont au départ hyper connectés. Figurez-vous qu'ils sont nés depuis 2010 et que 2010 c'est l'année de naissance d'Instagram et de la tablette. Donc ils ont baigné totalement dans la technologie et contrairement aux générations antérieures qui ont appris avec l'apparition des technologies, eux, tout était prêt quand ils sont arrivés. Monsieur Da Fonseca, ces enfants, comme vous l'avez dit, ils grandissent notamment dans un monde où la technologie et la comparaison sont vraiment omniprésentes. Comment cela influence-t-il par exemple aussi leur rapport à l'échec et à la réussite? Alors c'est vrai comme vous dites que la technologie est omniprésente et je pense qu'on n'a pas vu grand-chose encore avec tout ce qui va se passer de par le développement de l'IA. Donc il faut quand même se rappeler que tout ça, ça peut être une aide très 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 précieuse pour les enfants. Mais en effet, pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, ça a des effets aussi délétères dans le sens où les ados en particulier sont dans la comparaison sociale permanente avec le monde entier et H24. Et donc ça génère une comparaison sociale, un besoin de perfectionnisme permanent, des buts de performance, de compétition. Et donc avec l'idée et l'objectif pour beaucoup d'ados d'être toujours le meilleur en se comparant aux autres, de savoir combien de likes ils vont bénéficier, éviter les avis négatifs, donc ça génère beaucoup d'anxiété et ça contribue peut-être grandement à leur mal-être dont on parle beaucoup en ce moment. Et concrètement, c'est quoi les difficultés que vous pouvez observer, vous notamment, chez les enfants et les adolescents que vous pouvez avoir notamment en consultation? Alors comme l'expliquait David, c'est la comparaison. À un moment donné, on leur propose sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'école, mais aussi à la maison, des modèles qu'ils aimeraient bien arriver à atteindre et ils pensent qu'ils ne vont pas arriver à les atteindre. C'est-à-dire que c'est un manque de confiance en eux qui est gigantesque, qu'on ne retrouvait pas auparavant. Leur but, c'est de ne pas déplaire à leurs parents, ne pas déplaire à leurs copains, ne pas déplaire à la société. Et à un moment donné, ils ont l'impression qu'il y a des attentes familiales, sociétales et qu'eux, ils sont un petit peu en dessous et ils viennent nous demander « Doc, comment je peux faire pour arriver à répondre à ces attentes-là » Et ça, vous trouvez que justement, on le remarque encore plus qu'avant? Et oui, avant, on n'avait pas accès à tous ces réseaux sociaux. Donc là, tous les jours, ils sont connectés plusieurs heures par jour et ils ont en permanence cette pression sociétale qui les oblige à être, entre guillemets, parfaits. Et comment on peut définir aussi simplement peut-être la peur de l'échec? C'est un sujet complexe qu'on peut difficilement définir comme ça simplement, mais ce que j'ai envie de dire là, c'est que ça dépend du sens qu'on donne à l'échec. Si, par exemple, pour un ado qui reçoit une mauvaise note, l'échec est synonyme de valeur pour lui, est-ce que la note correspond à sa valeur, comme si c'était un test de personnalité,
Là, auquel cas, il va se dire des choses très négatives sur lui-même. Je suis nul, c'est la cata, j'y arriverai jamais. Donc ça dépend vraiment du sens qu'on donne à l'échec. En revanche, il y a d'autres enfants qui considèrent l'échec comme un témoin de est-ce que la capacité a été bien comprise, acquise. Donc c'est juste le témoin du travail qui a été effectué. Et auquel cas, c'est les enfants qui vont persévérer et qui vont être beaucoup moins anxieux. Alors que dans le premier cas, si l'échec est un test de personnalité, est un témoin de sa valeur, on comprend bien que ça génère beaucoup d'anxiété et beaucoup de stratégies d'évitement, d'abandon face à l'échec, justement. Et c'est ce que j'allais dire. Pourquoi il va y avoir certains enfants, par exemple, qui vont abandonner au premier obstacle, alors que d'autres, par exemple, vont vachement persévérer? Est-ce que c'est plus une question d'éducation, peut-être de caractère? C'est plurifactoriel, mais c'est vraiment l'idée, ça veut dire quoi pour moi une mauvaise note? Ça veut dire quoi pour moi un échec? Si c'est le témoin de ma valeur, autrement dit, est-ce que ma valeur dépend du nombre de notes que je reçois, des bonnes notes pour savoir ce que je vaux? Là, ça génère beaucoup d'anxiété. En revanche, les ados qui considèrent que l'échec, j'ai bossé ou j'ai suffisamment bien bossé, j'ai bien compris le concept, et on s'arrête juste à une situation donnée, à un apprentissage, pour savoir s'il a été bien compris ou pas, c'est beaucoup moins anxiogène. Et donc, c'est ces enfants-là qui vont persévérer devant l'échec, qui est vraiment un levier pour eux de progression. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, aussi sur cette question? Est-ce que c'est vraiment une question de personnalité, d'éducation, ou plutôt un regard aussi des adultes? Comment les adultes aussi, ils ont été éduqués par rapport avec une ancienne génération? Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? En fait, l'échec, c'est un doux mélange de tout ça, de comment j'ai été élevé, comment je suis vulnérable au départ, comment mon cerveau est équipé, et ensuite comment j'ai trouvé des stratégies, comment on m'a donné des stratégies pour contourner ça. Est-ce que mes parents m'ont dit à un moment donné, comme on le dit régulièrement, j'ai tellement appris de mes échecs que j'espère en avoir encore quelques-uns, que les échecs, ça peut être un atout, que ça peut être transformé en tremplin. Donc, il n'y a que des cas particuliers et c'est à nous de nous adapter avec David en consultation à quel type d'enfant j'ai affaire et comment je peux lui vendre que cet échec peut devenir une force. Et on parle beaucoup aussi de mindset, le mindset positif. Moi, je le vois aussi beaucoup en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, dans le monde de la politique aussi où j'ai pu évoluer, notamment dans le monde sportif aussi, où justement on conditionne beaucoup il y a beaucoup de sportifs que j'ai eu la chance d'interviewer qui m'ont dit aussi, en fait, la puissance et ce rapport au mindset qui est vachement important pour les conditionner. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer, peut-être aussi au grand public, à toutes celles et ceux qui vont nous écouter, ce que c'est exactement le mindset et comment il peut le transformer aussi, ce rapport, le rapport des enfants à l'apprentissage peut-être? Alors le mindset, c'est un concept qui est déjà vieux, hein. Ça a été élaboré par Carol Dweck en 86, il me semble, à Stanford. Et en fait, c'est l'idée, c'était la question qu'elle se posait, c'était pourquoi à capacité égale, parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés instrumentales, des problèmes de capacité intellectuelle, mais à capacité égale, pourquoi, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, pourquoi certains vont persévérer et d'autres non. Donc c'est plutôt, ça relève c'est un modèle intéressant pour comprendre ce qu'est la motivation en fait, tous les aspects motivationnels. Et en effet, le mindset, c'est un modèle théorique très important qui peut se résumer de la manière suivante. Le mindset, l'état d'esprit en français, c'est l'idée qu'on a de nos capacités, l'idée de la malléabilité de nos capacités. Autrement dit, est-ce que je pense que mes capacités intellectuelles, sportives, émotionnelles, est-ce qu'elles sont figées? Est-ce que c'est un don et c'est fixe? Versus est-ce que c'est des capacités qui peuvent se développer par l'effort et par le travail? Donc on a deux petites croyances comme ça, qu'on appelle des croyances profanes, naïves, et qui ont l'air de rien comme ça, mais qui, de manière implicite, vont complètement déterminer nos interprétations face à l'échec, nos réactions émotionnelles, nos comportements d'évitement et même nos performances. Est-ce que vous reliez beaucoup le mindset à la confiance en soi? Si la personne est persuadée du résultat positif, bah, ça génère des interactions et des postures beaucoup plus positives que de partir perdu avant une épreuve, c'est évident. On l'a tous vécu avant un oral. Si on pense que les choses vont bien se passer, ça se passe beaucoup mieux. Et effectivement, on va générer des messages implicites, alors qu'à l'inverse, si on arrive complètement défait avec une peur et une angoisse anticipatrice majeure, on a plus de chances de moins réussir cette épreuve, cet oral. Et je t'ai jamais demandé, est-ce que ça peut être négatif? Est-ce qu'un excès de confiance en soi, un mindset trop important, est-ce que ça peut être quelque chose qui va être délétère? Bien sûr. Alors, le mindset, c'est l'idée que j'ai
de la possibilité de développer mes capacités. La confiance, c'est autre chose. La confiance, encore une fois, ça va dépendre de par quoi elle est déterminée. Si la confiance dépend uniquement du nombre de followers et du nombre de likes que je reçois, autrement dit, est-ce qu'elle dépend de facteurs exclusivement externes, forcément, elle est précaire. Parce que on ne peut jamais faire l'unanimité, on va avoir 3000 likes, mais il suffit qu'on ait un pouce tourné vers le bas et là, on peut s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on est trop dépendant de l'extérieur. En revanche, si l'estime de soi elle dépend plus de ses valeurs, de ses capacités, de ce que je vaux et de ma propre progression, autrement dit, si je me compare moins aux autres, c'est beaucoup plus sécure. Et là, on a une bonne estime de soi. Mais il faut se méfier des gens qui ont trop confiance en eux. C'est souvent des gens qui ont en réalité très peu confiance en eux et qui surjouent le fait je suis très fort, je vais y arriver, etc. Donc souvent, c'est des gens qui ont aussi très peu, mais qui surjouent les choses et qui ont besoin de valoriser beaucoup. On voit beaucoup ça, c'est souvent dans les personnalités narcissiques par excès, mais c'est des gens qui ont besoin d'avoir des likes pour se prouver ce qu'elles valent, parce qu'elles ont aucune idée de par elles-mêmes de leur valeur réelle en fait. Et donc ils sont en permanence en train de rechercher l'approbation des autres et être validés par les autres et avoir des likes, des followers, etc. C'est un peu ce qu'on vit à travers les réseaux sociaux justement. Et Olivier Revel, est-ce que vous avez peut-être une anecdote aussi d'enfant qui, grâce à un changement un petit peu aussi de regard, a su dépasser la peur de l'échec? Est-ce que vous avez des exemples concrets comme ça pour nos auditeurs? Je crois que tous les deux, on en a plein. Et honnêtement, le privilège de l'âge fait que régulièrement, et peut-être toutes les semaines, je reçois des messages. Le dernier que j'ai reçu, je vais vous le dire. C'est un gamin qui a 20 ans, qui vient de réussir son école de commerce et qui me met « Je sais que tu fais des conférences aux médecins, tu pourras dire à tes amis médecins que moi, Timothée, 20 ans, dysphasique, trouble d'attention, dyslexique, je viens de réussir mes études. » Et pourquoi? Il me conclut comme ça en me disant « Merci d'avoir cru en moi ». À un moment donné, il a l'impression que lui ne croit pas en lui, que la société ne croit pas en lui, et il rencontre nous, les médecins, qui ont la possibilité de lui dire « Moi, j'en ai déjà vu des enfants comme toi, et je sais que tu peux réussir. » Une anecdote, mais tellement régulière. Quels comportements parentaux renforcent aussi parfois, sans le vouloir, la peur de l'échec? Alors ça, c'est une excellente question. Alors quand on est parent, voire enseignant, on a envie du meilleur pour nos enfants ou nos élèves. Mais parfois, maladroitement, effectivement, on fait des types de feedback qui, on le sait, sur le plan scientifique, il y a pas mal de littérature là-dessus, qui démotivent les élèves. Et la première chose qu'on a tous fait, Olivier, tu l'as fait avec tes enfants, moi aussi, c'est de dire « Waouh, mais t'es super fort, tu as réussi, t'as presque pas bossé, mais c'est tellement spontané, tu as vraiment un don pour cette capacité-là. » Mais ça, on le sait, qu'à moyen terme, c'est une manière de démotiver l'élève. Dès lors qu'il pense qu'il a un don, qu'il est doué, qu'il est plus fort que la terre entière, ben ça va diminuer son envie de faire des efforts et de trouver les ressources face à un échec. Donc c'est exactement… et c'est contre-intuitif parce qu'on a envie de valoriser. Donc autrement dit, valoriser les enfants sur l'intelligence en disant « tu es intelligent, tu es trop fort, tu as réussi sans travailler, mais tu apprends tellement vite ». Donc narcissiquement, c'est valorisant sur le coup. Mais à moyen terme, c'est démotivant parce que ça veut dire, de manière, si on lit entre les lignes, ça veut dire que réussir, ça veut dire, être intelligent, ça veut dire ne pas travailler, ça veut dire ne pas faire d'efforts, etc. Donc il faut faire gaffe aux conséquences de ce qu'on se raconte, alors que l'intention initiale, elle est bonne. On a envie de dire, mais mon fils, tu es excellent, tu es brillant, etc. Donc attention. Donc l'idée, c'est de valoriser plus sur les processus, sur les efforts, sur le travail. Et ça, c'est beaucoup plus efficace en termes motivationnels. Et justement, je rebondis sur ça. Vous trouvez que la nouvelle génération peut-être a moins ce goût de l'effort et de l'apprentissage? Oui, peut-être, parce que oui, ils ont peut-être. Alors c'est peut-être notre faute aussi en termes éducatifs. On les a peut-être un peu trop choyés, un peu trop surprotégés, et donc ils ont. Et puis le monde tel qu'il fonctionne actuellement avec la récompense immédiate. Effectivement, l'effort est plus compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué l'effort qu'on pense, si l'enfant pense par exemple que les choses sont spontanées, innées, l'effort, ça n'a aucun sens pour lui. S'il pense que ses capacités, elles sont figées, comme je le disais, avec un mindset fixe, l'effort, ça n'a aucun sens pour lui. À la rigueur, même, il pense que faire des efforts, ça veut dire que je suis nul. D'accord? Donc l'effort, c'est quelque chose à travailler, à rappeler tous les jours en disant et être exemplaire soi-même.
Nous, en consultation, comme disait Olivier, on prend des exemples perso de notre vie personnelle. Alors, en psy, ça ne se fait pas toujours, mais nous, on le fait sans problème. On parle aussi de nos propres difficultés. On parle aussi des efforts qu'on a fait pour arriver à là où on est aujourd'hui. Et ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et c'est pas uniquement lié à des dons. En fait, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Bien sûr, il faut avoir quelques capacités, mais ça suffit pas. C'est le travail, l'effort. Donc, une fois encore, pour résumer pour les parents, valorisez vos enfants sur les processus, sur les stratégies utilisées, sur l'effort, sur le travail. Et c'est ça le plus important. Ce qui est important, c'est l'effort et le fait que tu as fait le maximum. Pas tu es un génie et tu as écrasé les autres, tu es le meilleur de la classe. Oui. Tout ça, c'est très précaire et très éphémère. Et tellement d'accord avec David. Parce que les Américains ont appelé notre génération, David et moi, les parents hélicoptères. Parce qu'on est inquiet pour nos enfants. On est inquiet pour nos enfants dans la société, on est inquiet pour la réussite scolaire. Et donc, ils ont l'impression qu'il y a un hélicoptère qui est au-dessus d'eux et qui est en permanence un faisceau de lumière en disant « tu m'appelles bien quand tu arrives, tu as bien fait ton travail, etc. » Et ils ont compris qu'il y avait l'hélico qui était là-haut et ils ont très bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient en avoir. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un souci, ils appellent l'hélico, qui se pose dans la cour de la récré, qui va voir le directeur en disant « non quand même, c'est pas lui, il faut lui enlever ce mot, etc. » Et l'hélico repart. Donc on leur a évité les bosses. Comme vous êtes en haut d'une piste de ski, on vous enlève les bosses à mesure, là vous savez pas ce qui est dans les bosses. Donc ça c'est certainement une des erreurs qu'on a pu faire, mais parce qu'on était plus inquiets. Et encore une fois, ça part d'une bonne intention. C'est ça qui est pas simple pour les parents. On a envie de les aider, on a envie qu'ils souffrent le moins possible, mais de manière encore contre-intuitive. Parfois, la meilleure aide qu'on peut apporter à un enfant, c'est de ne pas l'aider, de manière à le rendre beaucoup plus autonome, beaucoup plus confiant dans ses capacités. Si on fait tout à sa place, en quoi il va pouvoir progresser. Donc c'est vraiment cet état d'esprit. Et c'est encore une fois très très contre-intuitif et c'est pas spontané. Et notamment pour les enfants qui ont des difficultés. Les parents sont encore plus vigilants. Là, il y a 3 hélicoptères. Et puis l'enfant, dès qu'il est devant un petit défi, il appelle « Allô, allô, hélicoptère, j'ai besoin de toi ». Et il y a l'hélicoptère qui est là. Et donc nous-mêmes, on l'a vécu. On l'a vécu avec nos propres enfants. Donc l'idée, et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant, on n'aime pas son enfant. C'est-à-dire, je vais le laisser même vivre un échec, se planter entre guillemets, parce que de cet échec, il va en apprendre beaucoup, au lieu d'éviter toutes les difficultés, toutes les problématiques et de les régler à sa place. S'il n'y avait pas d'obstacle, on ne pourrait pas apprendre à sauter. C'est exactement ce que tu disais, Olivier. Et comme la génération alpha est particulièrement anxieuse pour la vie en général, pour leurs parents en particulier, ils surveillent les hélicoptères en permanence. Et dès qu'ils ne le voient plus, ils paniquent. Allô, allô. Et justement, je rebondis sur ça parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent que la génération alpha va créer aussi une génération de millionnaires précoces. Et je vais vous expliquer. Parce que dans le sens où on dit, juste, pas forcément grâce à l'école, mais grâce à YouTube, grâce à TikTok, grâce à aujourd'hui à ChatGPT, où l'accès à la connaissance, elle est vraiment illimitée. Et il y en a, j'ai entendu justement, qui disent que ceux qui vont comprendre ça à 13-14 ans vont être en avance sur des bacs plus de 5 aujourd'hui à 28 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. On est d'accord sur une façon de fonctionner, de comprendre le monde, de saisir les informations, de les synthétiser, qui est incroyable. Ce qui fait que beaucoup de parents disent, mais ils sont fascinés par leurs gamins. Et encore plus parce que ces gamins vont inventer des métiers qui n'existent pas. On pense que pratiquement la moitié des métiers que vont faire la génération alpha ne sont pas encore inventés. Ils vont tourner autour de la lutte contre la cybercriminalité, contre la lutte contre améliorer la santé, etc. Donc oui, ils se sont emparés des nouvelles technologies et en particulier de l'IA, qui nous fait tous un peu peur quand on voit tout ce qu'on peut faire et c'est mis entre toutes les mains et entre quelles mains et qui vont inventer des choses. Et comme ils sont très créatifs, eh bien voilà, on avance à vue. Mais justement, comment les parents aussi peuvent redonner ce goût de l'effort et de l'apprentissage quand on voit, par exemple, quand on a une question, on peut l'avoir en l'espace de 2 minutes avec une réponse avec ChatGPT aujourd'hui. Donc tout est accessible immédiatement, quoi. Sauf si on fait des journées détox. Si on part dans les calanques un jour et personne n'amène son portable, ni les parents, ni les gamins. Et puis qu'on fait du kayak, puis qu'on marche, puis qu'on monte, puis qu'on redescend, et puis qu'on apprend le sens de l'effort. En fait, ce qu'il faudrait, c'est leur donner envie d'avoir envie. Alors qu'ils ont perdu l'envie d'avoir. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, qui est très très juste, la question de l'IA, c'est un sujet, on en parle beaucoup. Alors il y a les gens qui sont contre par principe, et ça me fait penser à une réunion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps à la fac, pour la question de l'IA et la pédagogie. Et il y avait une enquête au préalable qui a été présentée, combien d'étudiants utilisent l'IA? 99%.
Combien d'enseignants utilisent l'IA? 10%. Donc là, on a un problème intergénérationnel qui est gravissime. Ouais. Donc l'IA, il va falloir, de toute façon, l'IA est là et il va falloir par contre l'utiliser de manière intelligente parce que l'IA, elle peut dire n'importe quoi. On sait très bien qu'elle hallucine, plus que les schizos. Elle hallucine de manière très, 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 très importante. Donc c'est plutôt en termes d'apprentissage de comment utiliser ça de manière très, très pertinente et intelligente. Et là, effectivement, ils peuvent faire un bond en termes de connaissances assez remarquable. Mais attention, parce qu'il y a plein de bêtises aussi qui sont dites par l'IA et encore une fois, il va falloir les aider. Et l'éducation nationale va se saisir de ça pour utiliser cet outil pour développer au mieux ses connaissances de manière intelligente. Et quel rituel simple pourrait mettre en place justement aussi les parents à la maison pour aider un enfant à reprendre confiance selon vous? Alors face à l'échec, c'est leur dire, mais c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants, et toi aussi, c'est face à un échec, ne pas les angler comme ça gratuitement par rapport à ses propres angoisses, mais plutôt leur dire, mais bon, là, tu as eu cette note qui n'est pas exceptionnelle. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Qu'est-ce que tu as appris de cette note? Ça veut dire quoi, cette note? Et si on reste focus sur les apprentissages, ben, j'ai appris que ça, j'avais pas bien saisi le concept, que j'ai peut-être pas assez travaillé. Donc, on revient sur les processus. Et on n'est pas là en train de juger un individu et sa valeur juste déterminée par une note. Donc, plutôt insister toujours sur les processus. C'est peut-être pour les parents aussi parler de leurs propres échecs et éviter de faire le fanfaron. Moi, j'ai tout réussi dans ma vie, j'ai jamais eu d'échec. Ça, c'est un leurre absolu. L'humain, il est fait d'une part de lumière et d'une part d'ombre. Donc, être OK aussi avec sa part d'ombre et avec ses échecs, parce que c'est ce qui nous fait progresser. C'est parler de ces échecs en famille. Moi, je propose souvent en consultation des staffs d'échecs. Chacun parle d'un échec qui l'a fait grandir. Ça permet de donner un autre sens à l'échec et ce que tu disais très justement, ça permet de transformer l'échec en levier d'apprentissage. C'est très juste ce que vous dites parce que moi j'ai eu à titre personnel, j'ai eu une expérience où quand j'étais au bac, après j'ai eu la chance de faire une année de maths sup et justement cette marche était très haute. En fait, je me suis retrouvé avec certains qui avaient eu 20 au bac en maths, etc. Enfin, c'était vraiment. Et en fait, ces gens-là, quand ils ont pris leur premier 2 ou leur premier 3, n'ont pas été habitués à ça. Et c'est les premiers qui ont, à un moment donné, certains se sont découragés parce qu'ils ont été ils n'étaient pas habitués à avoir de tels échecs tout de suite comme ça parce que la marche était tellement haute. Et c'est vrai que je l'ai vu ça moi quand j'avais 19 ans et ça m'avait. C'est la leçon. Bah, après j'ai échoué. En tout cas pour le coup j'ai échoué maths sup et quand j'avais échoué je me suis dit c'est un véritable échec. Et aujourd'hui en fait c'est ce que je dis quelques années plus tard et c'est pour ça que je reviens sur ça parce que je le raconterai aussi à mes enfants. En fait ça a été une véritable ça m'a fait grandir sur beaucoup de choses, sur l'état d'esprit, etc. Et la leçon, elle est vraiment là, quoi. Et je regrette pas du tout aujourd'hui de l'avoir fait. Ouais, complètement. Mais il y a quand même un petit bémol. Moi, je vois beaucoup d'ados qui ont été excellents jusqu'en terminale, 18 de moyenne toute leur vie, et se retrouvent en prépa, où là, ils descendent à 4. Oui. Et donc là, sur le plan pédagogique, il faudrait qu'on m'explique quand même en quoi de mettre 4 à tous les élèves et voire de les humilier avec des feedbacks quand même très, très négatifs, en quoi ça va les aider à persévérer. Là, je pense qu'il faut trouver le bon dosage. C'est bien de dire que de prôner le progrès, mais d'humilier les gens et de les rabaisser comme ça avec des notes très 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 négatives, ça fait beaucoup de casse aussi. Donc il faut être quand même très très raisonnable. Moi, je trouve ça très 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 violent pour des élèves qui effectivement ont réussi, alors sans trop d'efforts en plus. Et Olivier qui connaît bien les ados HPI. C'est ça leur problématique, c'est qu'ils réussissent de manière spontanée sans trop d'efforts. Et quand ils se retrouvent face à un gros challenge, le sens de l'effort, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et pour eux, ça peut être très très difficile. Mais moi, si en plus de ça, on les humilie, c'est quand même problématique de mon point de vue. Donc là encore, on a un gros travail de formation des enseignants pour développer le mindset, etc., pour éviter pour donner des feedbacks beaucoup plus adaptés et efficaces. Tu as tellement raison. En fait, j'ai appris assez récemment d'ailleurs qu'on fabrique notre estime de soi en réussissant des choses dures. Or, ce que tu évoquais à l'instant, les ados HPI, ils ont fait au talent. Exactement. Ils n'ont jamais eu besoin de se forcer. C'est pour ça qu'on aime bien les faire accélérer quand ils sont plus petits, sauter une classe, 2 classes. C'est pas pour faire plaisir aux parents, c'est pour les mettre en situation de difficulté pour leur apprendre à réussir ça. Qui c'est qui disait à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Donc tu passes des obstacles, mais tu as l'impression que c'est facile. Et quand tu arrives effectivement en prépa, ou même en seconde ou en première, avec des difficultés, là tu t'effondres parce que tu n'as plus cette capacité-là. Tellement d'accord avec ce que dit David. On est obligé, dans notre génération, de faire du storytelling, de raconter comment nous on a grandi. Même en médecine, dans nos consultations, on nous a appris quand on était plus jeune, ne parlez surtout pas de vous, soyez dans la neutralité. La neutralité avec la génération alpha, c'est la catastrophe. Le mec, il revient pas. Le gamin, il dit, trouvez-moi un autre psy parce que celui-là, non. On est obligé de raconter nos échecs. Ça peut être dur pour toi, t'as tout réussi, toi. Non, j'ai eu des échecs aussi. Et comment justement on redonne ce plaisir d'apprendre aussi à ces enfants qui se découragent et qui se démotivent? Donner du sens, les rassurer, leur dire et leur vendre, mais vraiment, heureusement que je me suis planté. Moi, personnellement, c'est facile, je suis dyspraxique, je suis maladroit comme un cochon, je sais pas écrire, j'ai un trouble d'attention et j'explique aux enfants que si j'avais pas eu ça, je ne serais pas là en train d'essayer d'en parler, de soigner, de comprendre, de vous répondre à un podcast et que finalement, quand on transforme ces obstacles en tremplin, c'est une chance. Donc, tu en baves, c'est dur. Ce qui est bien, c'est de faire ce qu'on appelle, nous, on appelle ça dans notre langage la métacognition, comprendre pourquoi tu es en échec et comment tu peux faire pour contourner l'échec. Et alors là, ça devient une force qui est inouïe. Et est-ce que vous pensez que excusez-moi. Oui, par rapport à l'échec aussi, une autre stratégie intéressante pour les parents, c'est, je disais, parler de ces échecs, de ses propres échecs, hein, pour arrêter de donner un modèle parfait aux enfants qui mettent une pression énorme. C'est aussi de donner des exemples de gens qui ont réussi. Et qui ont essuyé de nombreux échecs. Je prends souvent l'exemple d'Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Il a dit, moi j'ai essayé 999 solutions qui n'ont pas abouti. Et à la millième, il a réussi. Il y a eu j'ai vu la dernière fois, là, il y a eu un message aussi que Xavier Niel il a fait passer justement où il disait sur un récent podcast, où il disait mais en fait on voit tout de suite la réussite, mais moi j'ai tout échoué, il disait dans ma vie, j'ai tout échoué, j'ai voulu racheter M6, je me suis gamellé, enfin en fait il disait avant d'avoir des succès j'ai peut-être eu 1000 échecs avant. Et sauf que je pense que c'est peut-être aussi en France comme on est conditionné, ou alors peut-être en France, peut-être à l'étranger aussi, mais dans le sens où on retient que la réussite derrière, mais on s'aperçoit peut-être pas des efforts qu'il y a eu avant. Ouais, donc pour les ados, c'est intéressant d'utiliser leur figure auxquelles ils s'identifient, les stars sur les réseaux, etc., qui parlent de leur échec, qui parlent de Ronaldo, qui est une figure pour beaucoup de jeunes. C'est un des footballeurs qui travaille le plus au quotidien, qui arrive avant tout le monde et qui part après tout le monde aux entraînements, encore à son âge. Donc vraiment, expliquer aux ados que les choses ne sont pas spontanées et qu'elles ne relèvent pas que du talent, mais aussi des efforts, du travail. Et effectivement, faire témoigner les jeunes auxquels ils s'identifient, c'est un outil qui peut être... Oui, mais les jeunes aujourd'hui, et là, enfin, on peut rentrer dans un débat, mais on le voit avec tout ce qui se passe et la télé-réalité, etc., où je veux dire aujourd'hui, il y en a, ils vont faire une story, ils vont gagner des milliers d'euros. Quand on va demander à certaines jeunes filles aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de la télé, parce que c'est là où en fait ils ont plus du tout justement ce goût de l'effort par rapport à ça. Il y a plus en fait c'est les exemples. Les exemples, je pense qu'ils ne sont plus les mêmes que déjà ma génération et peut-être votre génération aussi à vous. Il faut donner de vrais exemples et ne pas afficher, comme je disais au tout début, ne pas afficher que les réussites, parce que dans tous ces exemples que vous donnez, c'est des gens qui ont essuyé aussi de beaucoup d'échecs. Mais il faut en parler aussi, les échecs. Donc effectivement, il y en a qui réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent. Effectivement, c'est un truc qui nous dépasse, nous, notre génération. Mais ils ont essuyé aussi beaucoup d'échecs. Donc il faut être transparent et honnête et authentique lorsqu'on parle de son parcours et arrêter d'afficher exclusivement les réussites qui, une fois encore, mettent une pression énorme sur les ados avec un objectif de perfectionnisme qui est inatteignable. Est-ce que vous pensez que le système français justement scolaire aujourd'hui, il est adapté pour accueillir cette nouvelle génération alpha? Le système scolaire actuellement, il fait ce qu'il peut. Il a bien progressé. On a eu un tournant, 2005, la loi sur le handicap. On doit accepter tout le monde à l'école, quel que soit son handicap, y compris les grands dyslexiques, les TDAH, etc. Donc on avance. Mais c'est un énorme paquebot, l'éducation nationale. Et d'ailleurs, les deux paquebots, éducation nationale et la santé, c'est les deux piliers du service public. Et jusqu'en 2005, on avançait comme ça en parallèle, on se regardait en chien de faïence. On va pas se mentir, depuis quelque temps, il y a quand même un rapprochement qui est très net. C'est-à-dire que les directeurs d'école nous invitent, alors qu'au XXe siècle, on leur téléphonait, on a l'impression de les déranger. Ils nous invitent, on parle, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais ça va tellement vite. Ce qu'évoquait David tout à l'heure, les changements, ils sont incroyables. Vous savez, les changements, ils sont tellement incroyables que moi, j'ai remarqué un truc, tu as dû le voir en consultation. Les gamins, ils disent pas c'est un plus vieux, etc. Ils disent c'est normal qu'ils réagissent comme ça, c'est un 2004.
Et l'autre, il va te dire après, non mais l'autre, c'est un 2006. C'est-à-dire que d'année en année, ils n'ont pas les mêmes. Comment voulez-vous que nos profs, qui sont pleins d'envie, de bienveillance, etc., ils arrivent à s'adapter à ça? Mais honnêtement, j'ai jamais vu une évolution aussi rapide du système scolaire, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous êtes plutôt confiant du coup? Oui, mais on est confiant, Ah oui. on est confiant, Mais bien sûr. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, l'éducation nationale est très, très demandeuse de formation parce qu'il faut quand même se mettre à la place d'un enseignant. Avec 30 élèves, sur les 30 élèves, il y en a 5 qui ont un 10, il y en a 2 qui ont un TDAH, 3 qui ont un trouble du comportement, 2 dyspraxie, etc. Donc ils ne sont pas formés, les pauvres, ils sont en grande difficulté. Donc, et beaucoup sont très, très demandeurs de ces formations. Donc effectivement, la connexion entre le monde soignant, le monde de la santé mentale et l'éducation nationale est primordial. Et c'est quand on arrivera à avancer tous ensemble, parler le langage commun, avoir les mêmes postures, qu'on fera progresser cette génération qui va nous laisser sur place. Parce que c'est effectivement, comme tu disais, ça va tellement vite. Et c'est quoi les pratiques pédagogiques qu'ils pourraient peut-être mettre aussi en place justement pour aussi transformer ce rapport à l'échec et à la réussite? Quelles pratiques pédagogiques les enseignants pourraient mettre en place par rapport à ça? La question, elle est tellement pertinente. C'est-à-dire que vous prenez une photo d'une classe maintenant et une classe il y a 100 ans, c'est pareil. L'acteur principal et puis les spectateurs autour. Et ça ne peut plus fonctionner. Il faut faire de la pédagogie inversée. Vous parlez de Xavier Niel tout à l'heure. Ce n'est pas le même fonctionnement. Il faut que ce soit les élèves qui amènent du matériel. Il faut prioriser l'interactivité. Pour les enfants très intelligents, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous arrivez et vous leur dites, bon, prof de SVT, vous allez réciter tout ce que je vous ai demandé d'apprendre sur les insectes. Et ils l'ont sur Internet. C'est tellement bien fait, mieux fait, peut-être que c'est même plus en avance que ce qu'a fait le prof. Mais si le gars, il a compris qu'il faut attirer l'attention et qu'il arrive et qu'il dit, bon, aujourd'hui, cours sur les insectes, je vais vous demander un truc. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde s'il n'y avait plus d'insectes? Ça, ils ne l'ont pas dans le livre. Mais là, leur créativité, elle va parler. Et là, vous voyez les yeux qui s'allument. Et puis chacun, un brainstorming, chacun qui va sortir des trucs. Donc il faudrait qu'à un moment donné, ils deviennent acteurs et pas uniquement spectateurs, qu'on s'appuie sur une créativité qui est nouvelle. Ils vont nous apprendre des choses, nos patients nous apprennent des choses, nos enfants nous apprennent des choses. Ces enfants ont appris plein de choses à leurs parents, puisque tous les enfants de la génération Alpha et de la génération Z, ils ont appris des choses à leurs parents. Leurs parents sont arrivés avec l'ordinateur en disant comment je fais, où j'appuie, comment ça se passe, etc. Donc il faut accepter l'idée aussi que nos élèves peuvent nous apprendre quelque chose, que nos patients peuvent nous apprendre quelque chose. À partir du moment où on a ce changement de regard-là, on devient crédible. Si on fait comme si on n'avait pas vu que les choses avaient changé, et c'est moi ton prof, c'est moi ton médecin, c'est moi ton père, je sais, et je sais que tu sais pas, c'est faux. Un mot qui résume la clé de la réussite scolaire. Croire en ses potentialités. On t'a dit un mot. C'est une phrase. Ça va, 5 mots. Un mot, une phrase. Votre plus grand moteur dans la vie? Ah, moi, mon plus grand moteur dans la vie, c'est l'envie d'apprendre. Je suis assoiffé de connaissances au quotidien. Un rituel que vous conseillez avant un examen? C'est faire la respiration profonde. 4 inspire, 8 expire pour réguler son système et être apaisé. Parce qu'on ne peut apprendre et on ne peut être créatif que lorsque notre système nerveux autonome est apaisé, quand on est tranquille, quand on est activé, qu'on est en mode vigilance, en mode peur, en mode fight ou flight, on n'est pas disponible pour apprendre. Donc, quiétude. Et c'est ce que, ça fait plus d'un mot, hein, mais c'est ce que je prendrais pour les écoles. Commencer, bon, ça Et on le fait avant les conférences, hein, on fait ça. Moi, je le fais avant les conférences. Et l'émotion la plus précieuse pour apprendre? Ah, c'est le plaisir d'apprendre des choses, de découvrir de nouvelles choses. Donc l'émotion, ça peut être la surprise aussi. La surprise de découvrir un domaine qu'on ne connaissait pas, le plaisir de comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises. Et ça, moi, je trouve ça génial. Et c'est infini en plus. Si vous deviez donner un super pouvoir aux enfants, ça serait lequel? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est yes you can. Yes you can. Savoir qu'ils ont des potentialités, des pépites en eux qui ne méritent qu'une chose, c'est de croître, d'être identifiés et d'être nourris, développer leur potentialité. Et tout le monde en a. Tout le monde en a. Merci beaucoup. Olivier Revol, un mot qui définit la génération Alpha. Créativité. Le plus beau souvenir de votre scolarité?
il y en avait un. Le prof qui m'a tendu la main. La plus grande qualité d'un parent. L'amour inconditionnel. Un défaut que l'école devrait apprendre à transformer en force. L'idée que tous les enfants fonctionnent de la même façon. Et si vous pouviez donner un seul conseil à tous les enseignants, ça serait lequel? Respect. Un immense merci au docteur Olivier Revol et au professeur David Da Fonseca pour la richesse de leur intervention. Entre la conférence d'hier et ce podcast, je crois très sincèrement que nous avons pu offrir un éclairage précieux sur les enjeux auxquels nos enfants aujourd'hui font face. Vous repartez, je l'espère, avec des pistes concrètes et des outils simples pour les accompagner dans leur développement et ainsi leur redonner ou leur donner confiance. Merci également à Isabelle de Citre, présidente de l'association DFD 83, et avec elle, toutes celles et ceux qui l'entourent, qui l'accompagnent pour leur engagement sans relâche auprès des enfants en difficulté. Grâce à vous et grâce à toi Isabelle, un peu de bonheur et beaucoup d'espoir trouvent leur chemin dans leur quotidien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode tout aussi passionnant. À très vite.